Eh bien, bonjour à tous. Bonjour, puisqu'on s'est vu ce matin et on se retrouve cet après-midi donc pour 3 heures de plus d'hébreu. Quand on aime, on ne compte pas, paraît-il. Et donc, ma foi, c'est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents. Et donc, je pense à eux. Ils sont, oula, je sais pas combien maintenant, mais 55 ans de mariage. Ouf, non. Voilà, voilà. Non, on va retourner à nos moutons quand même, parce que c'est bien joli tout ça, mais on en était donc à parler sur ce texte que je vais retrouver tout de suite, 11Q5 colonne 28. Je vais la remettre à l'écran là, que vous voyez là. On a commencé à faire le texte ce matin et on va continuer à le faire cet après-midi. Et on en était effectivement à la ligne 4, c'est ça? Voilà. Euh, et donc, on va reprendre où on en était. Est-ce qu'il y a un ou une candidate pour continuer à la ligne 4 après les gliotaves, là, les biquettes, après ces biquettes. Alors, vous voulez y aller? On vous écoute. Oui, oui, non, mais de toute façon, on y va ensemble et puis on verra ça. Oui, lisez, lisez, très bien. Mhm. Très bien. Encore deux mots de plus. Ouais. Et puis un dernier mot. Non, non, un mot de plus. Si vous lisez un mot de plus après le tétragramme. Ah, vous n'avez pas. Ok, très bien. Ouais. Alors, allons-y. Alors, je vais juste remettre la référence. 11Q5 et colonne. Je vais juste mettre la référence au cas où quelqu'un prendra en cours de route. On est donc dans 1Q5 11Q5, pardon, colonne 28, ligne 4. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Très bien, donc ça, comme ça permet d'avoir la référence sous la main. Et donc, le premier mot, alors vous comprenez quoi alors? Oui, Kametz, Patar, Kametz Patar, Yadaï, d'accord? Mes mains, très bien. Si c'était ma main, ce serait quoi? Hein? Ce serait avec un i, Yadi. Bon. Comment on fait là pour savoir que c'est Yadaï et pas Yadi? Mais dans Yadi, il n'y aurait pas le yod? Ah, voilà, c'est ça. Effectivement, donc vous avez parfaitement raison, parce que sinon on pourrait lire Yadi, ma main. Ça s'écrit de la même manière. Yadi, Yadaï, ça s'écrit de la même manière. Donc ensuite, Asu, un kamet, un signe, ouais, le point du signe. Très bien. Yugav. Alors attention, c'est pas Yugav, c'est c'est Ugav. C'est un Aïn devant. Aïn, Ugav. Parce que Yugav, c'est avec un yod. Yugav. Si vous dites Yugav, c'est un yod. Il vaut mieux dire Ugav si vous voulez prononcer la lettre. Ah, Ugav. Mais bon, soit vous prononcez A, soit vous prononcez rien, vous faites comme un Aleph, Ugav. Mais si vous dites Yugav, alors là, ça marche pas parce que on va comprendre que c'est un yod. Donc, Ugav, Shurek et Kametz, d'accord. Mhm. Alors, V. Et V, non, attendez, c'est un tsadé là. C'est-
un cheval en dessous. Alors, un cheval, Après, sous le Aleph, j'ai mis un ségol. un ségol, Sous le Tsad, j'ai mis un cheval. un cheval. Sous le Bait, j'ai mis un Kames avec un Dagesh Dans le bête. dans la lettre. Yaïn, c'est un Olam. Un olam, oui. Et un Pata sous le Tav. Et un patar sous le table. Très bien. Donc c'est pareil, c'est un pluriel. Parce que pareil, on voit aussi le verbe au pluriel. Mhm. Et donc ça veut dire les doigts. Les doigts. Voilà, j'ai écrit comme ça. Et c'est tout? Ou bien, oui, on s'arrête là? Les doigts, pareil, Oui, oui. Oui, oui, mes doigts. souci. Oui, oui, vous mettez mes doigts plutôt que mon doigt parce que, voilà, de toute façon, c'est le final hot. Donc là, ça. Après, il y a Kinor. Ça, c'est aussi un instrument. Alors Kinor, dans le cap, il y a un dagesh et en dessous, un irek. Dagesh, Rirek, Après, il y a le olam. Rolem, ouais. Voilà, là-bas. Instrument à cordes, guitare. Ben oui, c'est le même. Oui. Guitare, voilà. Très bien. Et puis, bon, écoutez, on peut s'arrêter là déjà si on veut regarder ça. Déjà, qu'en pensent les autres? Ça vous plaît? Il y a des corrections à proposer, des questions? Ouais, moi j'ai pas vu ma main au pluriel. J'ai pas vu mes mains, j'ai vu ma main D'accord. Ah oui, ma main. accordée avec un participe au gave singulier. D'accord. Paf, biad, c'est du féminin. Donc, Ah ouais, mais c'est du singulier aussi. C'est du féminin et alors, biad, je sais pas. donc si on dit yadi, et puis avec un participe ogev, un truc comme ça. C'est Oui, mais ça? c'est oui, oui. Mais ma main, c'est féminin, je pense, Oui, non? c'est ça. Alors effectivement, Ah ouais. la main c'est du féminin. Donc là, ce serait embêtant. Donc ça marche pas très bien. Et puis il y a le Ah problème du ouais, ouais, ça va yassou pas. Oui, au oui, bien milieu. sûr. Donc là, Mhm. c'est pas idéal là. Non, c'est pas Ok. super. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Je sais pas si vous m'entendez mieux que tout à l'heure. Mais oui, là, on vous entend, c'est merveilleux. Ouais, super. Moi, j'avais juste vu pour Kinor qu'il y avait un dagesh dans le noun, dans la Effectivement. racine. Enfin, Il y a c'est un un da- détail, hein, Non, mais non, mais c'est pas un détail, c'est important. Il y a effectivement un dagesh dans le noun, Kinor. Effectivement. Donc il faut penser à mettre le dagesh dans le noun. sinon, j'avais mis la même chose. Bon, sinon vous avez vu la même chose, très bien. Euh, Pourquoi il y a un dagesh dans le nom? Pourquoi il y a un dagesh dans le... Parce que c'est le mot qui est comme ça. C'est le schème. Vous avez des schèmes avec gémination de la deuxième radicale. Euh, c'est des schèmes qui dérivent du piel. Hein. Par exemple, il y a un schème qui est très utilisé, c'est le schème ce qu'on appelle ribouille, mais qui toule, si vous voulez. Vous avez comme ça plein de mots, comme ça, avec gémination de la deuxième radicale. Pas plein. En tout cas, c'est assez fréquent. Voilà, on construit le mot de cette façon-là. La racine, kaf nun resh. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, très bien. Moi, j'ai encore des petites remarques à vous faire. Si personne d'autre, il y a des petites choses à corriger encore, mais c'est plutôt bien. Personne ne voit de choses à corriger. Alors, pour les doigts, vous voyez, vous partez de Etzba, hmm, Etzba, voilà, Etzba, voilà, donc vous avez le doigt, comme ça. Et le pluriel de Etzba, c'est Etzbaot. Donc vous mettez une finale haute, très bien, qui va prendre l'accent. Le A va se retrouver en syllabe ouverte plutôt que fermée, donc on va passer au kamet. Voilà, Etzbaot, très bien, on est content. Donc jusque-là, tout va bien. Mais à partir du moment où je vais mettre un pronom suffixe, etzbaotai, le suffixe va attirer l'accent.
Donc l'accent va descendre, tac. Euh, il va faire chuter l'antéprétonique. Donc la prétonique, c'est le O ici, l'antéprétonique est là. Donc, etz beotai. Voilà. C'est l'antiprétonique, c'est l'histoire de C'est l'antéprétonique qui tombe. D'accord. C'est toujours la même chose, hein. Je suis désolé, c'est pas moi qui décide. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a toujours cette petite gymnastique. C'est pas dramatique et en plus de ça, je ne suis pas convaincu que ce phénomène avait cours à l'époque de la copie de ce manuscrit, hein. Donc je dis franchement, c'est pas un problème du tout. J'ai aucune idée de comment c'était prononcé à l'époque. Mais en tout cas, si vous vocalisez en suivant les règles massorétiques, la tradition massorétique, c'est comme ça qu'il faut vocaliser. De la même manière, on peut se poser la question de savoir si le kaf ici a un dagesh léger parce qu'il est. Ah ben non, je suis bête, il est précédé par une consonne aïe. Donc non, non, là c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est une consonne. Très bien. Oui, au niveau vocabulaire, Kinor, c'est la sitar. C'est la même, ou la guitare. Vous savez, même nous, le mot guitare en français vient de sitar, qui est probablement de la même racine que Kinor. Donc, c'est un instrument à cordes. C'est un instrument. C'est guitare, non, du coup. Oui, oui, ah bah après c'est traduit, vous traduisez ça comme vous voulez, voilà, je sais pas ce que les dictionnaires en disent, mais disons, euh, je Après, sais- ça n'existait pas, non? qu'est-ce qui n'existait pas? Du temps, la guitare. La guitare, alors non, pas la guitare au sens moderne du terme, non, c'est-à-dire que tout le monde a une caisse de résonance, le manche mais la sitar, oui, existait, mais la sitar c'était quelque chose de beaucoup plus ouvert, et parfois les sitars n'avaient pas de caisse de résonance non plus, donc ça ressemblait de fait à une sorte de harpe, ou de luth, ou de lyre, ou de voilà. Donc bon voilà, vous pouvez. Bon, alors moi je suis pas spécialiste du nom des instruments de musique antiques, mais voilà, c'est juste que le kinnor, il faut le penser comme étant une sitar. Et on a des dessins d'ailleurs en iconographie, des trucs un peu arrondis, etc. On a dans l'iconographie en plus. Donc quand je dis qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a quand même dans l'iconographie, on a une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler à l'époque. Et je pense qu'il y a même des gens qui s'amusent, parce que je sais que à Jérusalem, dans la vieille ville, tout ça, il y a des gens qui s'amusent à. Vous pouvez acheter comme ça, il y a des gens qui refont en bois ces instruments, c'est très joli, soit en taille réelle, soit en miniature. Pas forcément pour en jouer, hein, mais juste pour retrouver un peu le. Donc ça c'est donc voilà, ça c'est pas mal comme voilà. Donc après je sais pas comment il faut traduire en français, mais la sitar ça existe. Alors sitar c'est peut-être un peu parce que ça vient du grec le mot sitar, on le traduit à partir du grec. Je crois que si je m'étais penché là-dessus à un moment donné. Maintenant je dis que je me suis pas penché là-dessus, mais c'est pas vrai parce que je me souviens avoir fait un truc et justement c'était à l'occasion d'un stage musical, artistique, où j'avais justement même présenté, j'avais même cherché l'iconographie, mis les photos. Mais alors du coup, oh là là, il faudrait que je retrouve ça. J'ai pas prévu de vous en parler là tout de suite, donc j'ai pas. euh, Là, franchement, après je retrouve, c'était un truc sur les psaumes que j'avais fait. Euh, non, c'est. Franchement, je ne saurais pas. C'est pas ça sous le coude. Moi, sauf si je mets, si je cherche comme ça. Je vais regarder vite fait si j'ai si ça me renvoie à quelque chose, mais qu'est-ce que j'avais dit? Alors, je regarde ça vite fait. Ouais, si c'est ça, voilà. Voilà, tac. Donc là, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, c'est pas ça, tac. Donc, Ça vient de Grèce, de quoi? la sitar.
Oui, non, mais le mot sitar vient du grec. Ça, je sais, c'est ce que je dis. C'est qu'en fait, le mot sitar, en français, on traduit le mot sitar, qui est en fait une translittération du mot grec. Euh, donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut. Voilà, c'est pas tout à fait correct d'utiliser un mot grec pour désigner un mot hébreu qui, par ailleurs, était utilisé avant le mot grec. Vous voyez, donc mais bon, c'est souvent comme ça. Les mots français viennent du latin ou du grec. Donc, on se retrouve souvent à utiliser en français des mots. Bon. Mais sinon, c'est une lyre. Et donc, je vous donne deux illustrations. Le Kinor, là. Vous avez, d'une part, des bas-reliefs. Ça, c'est le siège de Sennacherib. Euh, et donc, on voit les musiciens, là, vous voyez, ils ont les cordes au milieu. Et puis, par ailleurs, on a ici une pièce de monnaie, là, bon, qui est plus tardive, hein, deuxième siècle après Jésus-Christ, mais qui date de la révolte de Bar Korba. Euh, et donc, vous voyez à quoi ça ressemblait. Donc, en français, il faut traduire par lire. Comme je vous dis, concrètement, donc c'est une lyre, c'est-à-dire que la fixation des cordes est parallèle à la caisse de résonance. Voilà, c'est ça la différence avec la harpe. Bon, voilà. Donc une lyre, c'est pas tout à fait une harpe, donc il faut utiliser le terme lyre plus précisément. Euh, et par ailleurs, le terme sitar, comme je dis, bon, c'est un mot grec. Moi, je traduis par sitar parce que bah, en plus, les deux termes sont probablement associés. Euh, bon, c'est pas sûr, hein, mais bon, voilà, on peut imaginer que l'étymologie soit quand même assez proche. Euh, Cela dit, voilà. Donc lire, c'est très bien. Lire, c'est très bien. La sitar a plus euh, de cordes qu'une simple lyre. Voilà. Donc c'est aussi ça aussi. Quand le Kinor, avec le Kinor, il n'y a pas beaucoup de cordes. Bon, il y avait plus de cordes que ça certainement. Je crois que Flavius Joseph en plus nous en parle. Euh, 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 Flavius Joseph nous dit que il y a un autre terme en hébreu, un nevel, et qui explique que par rapport au Kinor, il y a plus de cordes, elles sont plus grosses et il y en a plus et ça fait plus de bruit. Donc le nevel est plus bruyant que la lyre, que le Kinor. Bon, là on parle de Kinor. Donc voilà, c'est une petite parenthèse lexicologique en hébreu ancien. Donc vous avez donc le terme kinor et le terme nevel. Le terme kinor, qui est le terme le plus fréquent, vous pouvez traduire ça par une lyre plutôt qu'une harpe. Il y a une caisse de résonance que vous voyez en bas, là, ici, là. Euh, et le terme nevel, c'est aussi une lyre, mais qui est plus grande. Et donc, on peut dire grande lyre, petite lyre, ou j'en sais rien. Enfin, ça, c'est ce que dit Flavius Joseph, mais après, c'est difficile à dire. Et puis, voilà, ou bien voilà, on pouvait chercher d'autres mots en français. Mais en tout cas, le mot harpe n'est pas, c'est pas l'idéal. Bref, voilà, c'est tout. Je suis content d'avoir trouvé ça quand même parce que ça permet d'avoir une petite précision malgré tout. Euh, Très bien. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est tout? Pas d'autres questions à ce stade? Non? Allez. À ce moment-là, on continue. Si, Oui, juste une petite remarque. oui. Bon, moi, j'étais parti un peu dans le zag avec Ogev, etc. Là, mais la racine de Ougav, c'est avoir soif de, désirer, c'est ça, non? Ah, je n'ai pas regardé, je ne me suis pas posé la question. Du Parce que moi, Ougave. j'étais parti sur un verbe, donc évidemment, j'avais faux cette histoire, mais Ayin, Gimel, Bet, j'ai trouvé la racine désirer, avoir soif d'eux, etc. Donc, est-ce que la racine, parce que Ougav, visiblement, c'est l'instrument de musique, c'est un instrument de musique. Oui, on l'a, Mais est-ce qu'il y a un Ougave. lien à la racine? Et il n'est pas très fréquent hein, dans la Bible, mais vous avez effectivement Ougave. Il apparaît comme ça à quelques reprises dans la Bible. Donc c'est un terme Mhm, rare. ouais. Je peux pas. Plus petite, non? Attends, je vais essayer de fermer un certain nombre de choses là parce que j'ai l'impression qu'il a du mal à me. Je voudrais essayer de. Non, je peux pas mettre la fenêtre plus petite. C'est bizarre. Euh, Ou c'est peut-être là. Non, toujours pas fermé. Enfin voilà, donc vous avez quelques occurrences. Non, j'arrive pas.
Mettre la fenêtre plus petite. Donc, vous avez quelques occurrences de Ougav dans la Bible hébraïque. Alors après, l'étymologie, moi je ne me suis pas penché sur la question, mais on suffit de demander à Kellogg Gardner qu'est-ce qu'ils disent. Bon, ok, très bien. Ils font pareil avec l'arabe, jarabat, qui est c'est pas, bon, c'est pas super convaincant. En plus, c'est pas très fréquent. Euh, c'est bien, ils ont pensé à signaler notre occurrence là. Vous voyez, ça c'est nous, le 11 cube, psaume A là, psaume 151, verset Mm. 4. Euh, bon, voilà, ils nous disent pas grand-chose et eux-mêmes ne le rattachent pas à la racine agave. Ils disent pas. Alors attendez, cela dit, on peut aller voir quand même la racine agave, savoir. Parce qu'effectivement, il y a une racine agave, mais les termes issus de cette racine, voilà, non, ils ne font pas dériver ça. Alors en plus, bon, voilà. Donc, euh, ouais, le lien est pas évident, quoi. Donc ça risque d'être un petit peu tiré par les D'accord. cheveux si on veut absolument faire le lien. Peut-être qu'on peut, hein, mais là, j'avoue que c'est pas super convaincant. Donc, vaut mieux pas se précipiter pour euh, pour faire le lien, je pense. Voilà. Je pense qu'il faut être prudent. On va rester prudent. Merci. Voilà. Alors ensuite, la suite. Alors du coup, moi j'ai fermé mes modules. Il faut que je retrouve où est-ce qu'on en était. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, on a dit tout ça. Donc, mes mains ont fait la flûte, enfin, le chalumeau, et mes doigts le kinnor, donc la lyre. Et ensuite, très bien. Alors, qui veut lire la suite? Peut-être Bah, moi, Lucie, je oui. peux si Ben vous oui. m'entendez. Ben oui, on vous Ouais. entend maintenant, c'est formidable. Ah, voilà, c'est bien. Alors, on en est où, pardon? Kinor, voilà. Va asimeha l'Adonai kavod amarti ani benafshi. Je m'arrête peut-être là Ouais, oui, ou... oui, 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 oui. Ok. Ouais. Alors, on vous écoute. Donc, j'avais mis un patard sous le vav, un kamatz sous le Patar, aleph, ouais. kametz, pardon, donc un sin Si, et un ririk sous le sin, Y, ouais. un ségol sous le mem et Mhm. un kametz sous le he, D'accord. et l'Adonai, donc un patard sous le lamed et un kametz sous le vav, Oui. et kavod, donc un dagesh dans le kaf, un kametz sous le kaf et puis un rolam sur le vav. Très bien. Et Déjà puis, ça peut-être. oui, oui, effectivement, pas ça. Et Ah, très bien. après, Alors, quoi que vous voulez. Ouais. oui, oui, non, bah écoutez, on va déjà regarder ça. Donc, va asimeha l'Adonai kavod. Alors, comment vous avez analysé le premier mot? Donc moi je l'ai analysé comme le verbe sim à Le verbe nouveau, sim, oui, d'accord. conjugué au vayiktol. Alors Ouais, je me suis peut-être trompée sur la vocalisation du coup avec les accents là, je suis en train de me rendre compte. Pas. ouais, Enfin vous me direz. ouais. Mais du coup ce serait et avec un pronom suffixe à la fin Mhm. qui renverrait. Enfin moi j'étais pas très au clair sur ça. Est-ce qu'elle ça renvoie à la flûte, à Ougav? Enfin je sais pas. Mhm. Ou en gros, ce serait qu'est-ce que j'ai mis? Ah, attendez, parce que j'ai fait ça il y a quelque temps. Je l'ai mise pour Yahvé, Ouais, je l'ai mise pour le pour Yahvé. Seigneur, pour la gloire de Yahvé. Enfin, non, c'est pas ça. Yahvé, je l'avais vu comme un état construit avec Kavod, Pour le Seigneur de gloire. pour le Seigneur de gloire, d'accord. D'accord, d'accord, un état construit. Je l'ai mise pour le Seigneur de gloire. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé les autres?
Ouais, pardon. Vayasima, j'ai plutôt vu un cohortatif, moi. Un cohortatif, Asima. Mhm, J'ai voulu faire, mhm. j'ai voulu mettre pour. Et le lait Adonai Kavod, je me demande si je pense pas que ça puisse être un état construit parce que Adonai s'est déterminé déjà et donc il peut pas être en tête d'un état construit puisque c'est un nom propre. C'est un nom propre, donc il peut pas être à l'état construit. Oui, effectivement, ça pose un problème. Voilà, voilà, très bien. Alors effectivement, c'est des remarques qui sont justes. Alors effectivement, Adonai en tant que Seigneur, le Seigneur de gloire, c'est possible, si on avait effectivement Adonai en toutes lettres. Là, on imaginerait bien. Après, le Yahvé, si c'est Yahvé, le Yahvé de gloire, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de mettre des états construits sur des prénoms, mais on peut quand même qualifier. On a des cas, on a le Yahvé de Samarie, par exemple, le Yahvé de Théman, on l'a sur des inscriptions. Donc, on l'a en tout cas pour préciser et qualifier. Donc, c'est vrai que c'est simplement on qualifie pas avec kavod, hein, donc c'est un petit peu problématique. Ensuite, pour ce qui est d'avoir le ha euh, ici de pronom suffixe, troisième féminin singulier, ça pose la question de savoir quel est l'antécédent, parce que je l'ai placé elle. Elle, c'est quoi? Parce que Ougav et Kinor, à ma connaissance, sont des masculins. Donc on ne sait pas trop. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors l'idée du coortatif, effectivement, elle est intéressante. Et de fait, on se rend compte que ce sont des formes qui sont pas rares. Ah, je vois que François a levé la main. Je vous écoute. Oui, ben moi j'ai trouvé Deutéronome 17-14, cette forme exactement la même. Donc il est de toute évidence un cohortatif. Non? Alors, Deutéronome Deutéronome 17-14. 17-14. On va regarder ça. Deutéronome 17-14. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Asima. Oui, alors Asima, oui, ça on sait que le cohortatif de Asim, c'est Asima. Donc ça, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Tout à fait. Oui, oui. Donc ça, si vous prenez vos paradigmes, vous verrez, hein, c'est la forme attendue du cohortatif. La question, c'est quel sens ça peut avoir dans le contexte. Voilà. Si on part sur un cohortatif, Asima, si c'est un cohortatif, bon, si c'est pas un VAF consécutif, hein, V Asima, et je veux placer l'Adonai Kavod pour Yahvé la gloire. Donc ça, on peut tout à fait vocaliser ça comme ça. Mais à ce moment-là, on perd la notion de récit. On n'est plus dans le récit, puisque là, le cohortatif, c'est ce que je veux faire maintenant. Ouais, Donc, la question se pose de dire, est-ce que c'est effectivement un mais cohortatif? Pardon? au Vayictol, il n'y a pas de possibilité de cohortatif, vous dites, hein, c'est ça. Alors, c'est ça la question, c'est est-ce qu'il y a une possibilité de cohortatif au Vayictol? En fait, c'est ça la question. Euh, tout le problème du Vayictol, c'est que c'est en principe, le Vayictol se construit sur une forme courte de l'inaccompli. Primitivement, c'est ça. Le Vayictol n'est pas primitivement une modification de la conjonction de coordination, parce que nous, c'est comme ça qu'on le perçoit. Hein. On l'appelle Vayictol, on va mettre Yictol, au lieu de mettre Veyictol, mettre Vayictol, et ça convertit un inaccompli en accompli. C'est souvent ce qu'on lit. Alors en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On comprend que, en fait, le Vayictol se construit sur un inaccompli court et pas un inaccompli long. L'inaccompli court, c'est celui que vous retrouvez au justif. Vous dites, il y a sim à l'indicatif, il y a sem au justif. Bon. Donc, ce qu'on appelle le justif, les modes volitifs, en fait, utilisent aussi l'inaccompli court. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un inaccompli long et un inaccompli court. Alors, on ne peut pas toujours raccourcir, donc ils sont souvent confondus. Dictol, dictol, il n'y a pas de différence.
Mais dans certains verbes, comme les verbes concaves, vous pouvez effectivement avoir une forme longue, une forme courte. Donc d'un côté, on nous dit, vous voulez utiliser un yictol court parce que vous êtes dans le passé. Alors après, vous allez non seulement utiliser la forme courte, mais vous allez aussi vocaliser différemment la conjonction vav. Il y a même eu des théories selon lesquelles cette vocalisation différente du vav était complètement artificielle et tardive. Et donc on dit, mais en fait, à un moment donné, à l'époque romaine ou byzantine, etc., on s'est dit, tiens, on va vocaliser vaï, comme ça va, voilà, notamment pour les cas où on hésite, où c'est pas clair, où la forme est yictol, ça permettra de distinguer les deux, mais voilà, ça n'est pas un fait de langue, c'est vraiment quelque chose. Moi, je ne vais pas jusque-là, je ne me permettrai pas je ne suis pas super convaincu qu'il n'y avait effectivement pas de changement de vocalisation, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la tendance à voir cette forme courte. Alors après, si on part du principe qu'on utilise l'inaccompli court, on se dit, au contraire, on devrait avoir, on se dit, vous avez Yassim, va Yassem. Et donc, du coup, si vous avez un vrai Veïktol, effectivement, vous devriez dire va Assem, quelque chose comme ça. Je vous rappelle que, voilà, si vous prenez un verbe concave, comme sim, voilà, vous avez Assim, normalement, Assim, je place, du coup, on va mettre Yassim pour faire simple, on va résoudre le problème du Aleph après, mais du coup, vous avez Vaïasem. Et là, vous devez raccourcir, j'imagine qu'on va mettre un ségol ou un truc comme ça, peut-être même sans iode, tant qu'à faire, Yassem ou quelque chose comme ça. On peut vérifier ça tout de suite. Qu'est-ce que ça donne si vous mettez le verbe sim, je ne sais pas si c'est le verbe le plus classique, mais c'est pas grave, on va essayer avec celui-là, et vous le mettez au cal, si je dis vaïectol iconé, non alors il va dire c'est vav, alors c'est consécutif, comment ils appellent ça, consécutif imperfect? Je sais pas. Je ne me souviens plus quelle est la. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'était un verbe. Non, alors c'est pas ça. Alors peut-être que le vaïectol finalement il connaît, je ne me souviens plus. Voilà. Et donc vous avez Vayasem, voilà, exactement, c'est exactement ce que je vous disais, vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin dans la Bible, Vayasem, avec une forme courte du verbe sim et l'accent qui remonte, donc c'est ce que j'ai mis ici, voilà, Yasem, Vayasem. Donc ça, normalement, c'est ce qu'on imaginerait à la troisième personne masculin singulier. Donc si vous passez à la première personne du singulier maintenant, on devrait avoir va, alors évidemment, on aimerait avoir quelque chose comme ça, va asem, ça nous simplifierait la vie. Évidemment, vous ne pourrez pas faire ça avec le aleph, qui ne va pas aimer le dagesh. Donc, on va allonger. Donc, ça devrait faire un truc du genre va asem, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça si c'est attesté dans la Bible. Si je vois ça, va asim. Alors on a le vav consécutif, mais apparemment on n'a pas mis M, on a mis asim. Bon, très bien. On n'a pas raccourci la voyelle. Je me méfie un peu parce que mais bon, admettons. Voilà. Donc, ok, très bien. Moi, je veux bien qu'on mette un rirek, ça me dérange pas. Donc, on s'attendrait à avoir quelque chose comme ça. Et là, on a le A derrière qui est le A du coortatif. Alors en fait, donc on se dit, c'est un peu bizarre. En réalité, on trouve parfois le A que nous, on interprète comme étant le A du coortatif à la fin de ces formes-là. Et notamment pour les verbes faibles. Pour les rallonger un peu, si vous voulez. Voyez ? Et donc, ça, on le trouve y compris dans la Bible hébraïque. Et y compris avec le verbe sim. Vous voyez, ici, va à sima, vous avez le vav consécutif, parce qu'il est bien vocalisé kamet, c'était pas un vœu, c'est pas vœu asima, c'est va asima. Donc, c'est bien un récit au passé, on n'est pas en train de faire du coortatif. Et pourtant, on a bien ce A, qui est le A qu'on pense être le A du coortatif, mais qui n'a pas ici de valeur coortative. Alors en fait, dans ces cas-là, on ne va pas parler de A du coortatif, on va parler d'un A paragogique, un truc comme ça. Paragogique, ça veut juste dire qu'il est mis après. Donc ça ne dit rien de ce qu'il vaut, ça signifie simplement qu'il est juste mis après. Donc ça, on l'observe, des formes longues
Voilà, des formes longues. Et c'est notamment le cas pour des verbes concaves. On va comme ça ajouter une syllabe. Donc c'est ce qui se passe ici. En fait, il n'y a pas besoin de supposer une valeur cohortative. Vous êtes donc dans va à sima. On est bien, on raconte une histoire au passé, donc on va faire des vaïctoles, donc on est content d'avoir un verbe consécutif ici. Enfin, on va le vocaliser comme ça. Et on va effectivement avoir ce A paragogique qui est ajouté à la fin, qui ne va pas prendre l'accent, et qu'on ajoute comme ça, notamment au verbe concave. Voilà. Voilà. À mon avis, c'est mieux de faire ça que de faire un cohortatif. Je veux placer, etc. Et alors, je plaçais, parce qu'il dit, voilà, il a fabriqué sa flûte, sa lyre. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Eh bien, il a mis il a donné la gloire à Yahvé. Et à ce moment-là, donc du coup, il n'y a pas besoin d'avoir un état construit. C'est pas le Seigneur de gloire ou le Yahvé de gloire. C'est, il a donné, j'ai placé pour Yahvé. Qu'est-ce que j'ai placé? C'est la gloire. Donc kavod, et à ce moment-là, tout simplement, l'état, le COD, le complément d'objet direct du verbe sim, tout simplement. Voilà. Et c'est pas un problème qu'il n'y ait pas de et avant kavod? Ah oui, il n'y a pas de et avant kavod. Alors, effectivement, on aurait bien aimé avoir et. Alors, mais à ce moment-là, il faudrait que kavod soit défini. Et ha kavod, ça c'est possible. Mais le et n'est jamais obligatoire. Donc, d'une part, là, si on est à l'état indéfini, on ne peut pas mettre le et devant. Le et, il est utilisé devant des termes définis, en tout cas. Je réfléchis, voir si j'ai des. Il y a peut-être des contre-exemples, mais enfin, c'est quand même rare. Et puis là, il y a évidemment aussi des questions de métrique, c'est de la poésie, etc. Donc, vous verrez plein de cas dans la Bible où vous n'avez pas de pilouette, de toute façon, n'est pas systématique. Alors, je vois que François lève la main. Oui, j'avais trouvé placer gloire, mais ça me paraissait bizarre comme expression. Placer Avec le gloire, verbe ça paraît placer. bizarre comme expression. Non, non, si, mais souvent utilisé de façon symbolique. Je place quelque chose, c'est-à-dire je le pose, je le mets là. Non, vous allez, D'accord. parce qu'on aurait pu avoir d'autres en hébreu. Oui, on peut avoir Nathan, donner, gloire, mais souvent, justement, on dit, au lieu de dire je vous ai donné un roi, c'est j'ai placé pour vous un roi. Vous voyez. Donc, le verbe sim est quand même Oui, mais assez fréquent. c'est assez large. Là, c'est avec une notion abstraite, c'est pour ça. Oui, c'est ce que je dis. C'est même du point de vue Tout à l'heure, il symbolique. était placé comme berger. Ouais. Il était institué en quelque sorte comme berger. Là, c'est pour ça que je l'avais traduit comme ça en me posant la question. Oui. Non, mais on va trouver assez fréquemment, et peut-être même d'ailleurs dans la Bible, je ne serais pas surpris qu'on ait à la fois le verbe donc sim et avec kavod, qui soit construit avec kavod derrière. Je trouve que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut peut-être regarder tout de suite, on ira peut-être plus vite en regardant. Si, regardez, voilà, Isaïe 42.2, il y a Simou l'Adonai Kavod. Vous voyez, bon, voilà. Ça ne. Oui, Non, ça a l'air fréquent, effectivement. ça me choque pas. Non, moi, ça me choque pas. Je regarde s'il y a. Alors, il y avait Imlo, Tassimo, elle lève la tête. Voilà, c'est de l'arbre Nathan, du coup. Euh, Psaume 66, voilà, Zimruk, Vod, Shmo, Simu, Chavod, Tehilati, etc. Donc voilà, Simu, non, vous voyez, on a 2 fois dans la Bible hébraïque où on place le Kavod. Non, D'accord. c'est pas choquant du tout. C'est non, c'est pas dérangeant. Non. Très bien, merci. Voilà, mais c'est une belle langue, cela dit. On voit justement Sima, l'Adonai, Kavod, etc. Enfin, on est vraiment dans de l'hébreu qui ressemble beaucoup à celui qu'on lit dans la Bible hébraïque. Donc, c'est vraiment super intéressant. Là, c'est un beau texte littéraire. La forme longue, effectivement, Asima, tout ça, du vocabulaire qui est riche, des synonymes, Gav, Kinor. Non, c'est un beau texte. Ok, alors on continue. Ensuite, alors vous avez lu tout à l'heure, mais on n'a pas eu le temps de vocaliser, donc je reviens vers Lucie là. Oui. Les mots qui suivent.
Donc, Amarti, donc Kamet sous le Aleph, Patar sous le Mem, Shfa sous le Resh et Ririk sous le Tav. Très bien. Ani, donc Ratef Patar sous le Aleph, Ririk sous le Nun. Annie. Benafshi, donc Dagesh dans le Bet et Shfa sous le Bet. Sous le Nun, Shfa sous le P et Shin avec un Ririk. J'ai traduit par qu'est-ce que j'ai dit? Et moi, j'ai dit dans mon âme ou dans ma Oui. vie. Et moi, j'ai dit dans mon âme. Oui, d'accord. Amarti Ani Benafshi. Très bien, très bien. Des questions, des remarques, ça vous va? Il n'y a, Oui. pas de Dagesh dans le Dagesh, Bet, je pense, hein. Dagesh dans le bête? Alors, pas de dagage dans le bête, qui est précédé d'une syllabe ouverte, donc d'une voyelle. Ani Benafshi, pas de problème. Très bien. Autre chose? Bon, il manque un petit dagage dans le tav ici. Si vous poussez le vis jusqu'à accentuer, il faut mettre l'accent ici, à Marti Ani Venafshi. Donc, j'ai dit moi à mon âme. Alors, le Ani, il est superflu, hein, d'une certaine manière. On pourrait dire Amarti Benafshi, et ça, il n'y a pas de problème. Mais on répète le Ani, probablement pour insister sur le sujet ou pour insister sur le côté dialogue Ani Venafshi. Voilà, il y a moi, il y a mon âme. Comme si on était en une sorte de dialogue interne. Donc voilà. Vous pouvez en tout cas traduire j'ai dit moi dans mon âme ou quelque chose comme ça. Alors oui, François, je vous écoute. Oui. À mon âme ou dans mon âme, c'est-à-dire en moi-même? Alors là, la préposition c'est bête, hein, donc c'est dans, en, par, avec, etc., etc. Mais on peut être en dialogue avec son âme. Donc j'ai dit moi avec mon âme ou en mon âme. On peut dire traduire par en mon âme ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Il n'y aurait pas le? Il n'y aurait pas le? Alors, les nafshi, là, c'est autre chose. Si vous dites à Marty, Annie, les nafshi, c'est-à-dire qu'on parle à son âme et on demande à son âme de faire quelque chose. Vous pouvez dire ça aussi, hein. J'ai dit à mon âme, voilà, je lui ai parlé en disant, toi, dans les psaumes, on a ça aussi, hein. On dit, oh, toi, mon âme, fais ceci, fais cela. Voilà, on donne des ordres à son âme. Mais là, si on dit, je dis à quelque chose, c'est que l'âme est le destinataire de ce qu'on dit. Or là, il ne s'agit pas que l'âme soit le destinataire de ce qu'on dit, c'est plutôt la personne avec qui on parle, où on dit quelque chose. Alors, on va voir ce qu'il dit, mais on peut tout à fait imaginer que en mon âme, j'ai dit quelque chose de, je sais pas, à Dieu, par exemple. Je peux parler à Dieu en mon âme. Mais donc l'âme n'est pas le destinataire des paroles. L'âme est peut-être témoin, elle peut être là, j'en parle avec elle, etc., etc. Mais elle n'est pas le destinataire de ce que je dis. Sinon, effectivement, on dirait l'énafchi. Et là, on s'attendrait à ce qu'elle parle et qu'elle donne un ordre à son âme ou je ne sais quoi, etc. Là, c'est moins clair, c'est pas évident. On dit simplement, on dirait en mon fort intérieur. Vous voyez, c'est plutôt l'idée voilà, de sorte de dialogue intérieur. Je me parle avec moi-même, je réfléchis. Bon, quand je dis intérieur, peut-être qu'il parle à voix haute, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, il est en train de parler avec lui-même. Voilà. Et on traduit nefesh par âme de façon conventionnelle. Évidemment, il faut se méfier de ce qu'on en fait, du sens qu'on donne au mot âme. Âme au sens de l'animation, c'est-à-dire la vie, hein, animus, etc. Donc c'est ce qui, oui, parce que l'âme, le nefesh, c'est le gosier, c'est le passage de l'air, c'est le souffle de vie, etc. Donc on comprend, mais après, évidemment, âme a revêtu un sens un peu particulier, avec des considérations et des distinctions, vous savez, tripartites, là, avec la trichotomie corps, âme, esprit. Ah, mais il parle à son âme et pas à son esprit, je ne sais quoi. Donc là, on n'est pas du tout dans ce genre de considération, hein. C'est pas je parle à mon âme parce que je parle pas à mon esprit. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier un peu, mais bon, moi je trouve que c'est joli comme mot âme, donc je vais traduire, voilà, je dis, voilà, amarti, j'ai dit moi en mon âme, et puis on attend la suite. On fait la suite justement, ça vous va? Ou bien est-ce qu'il y a encore des questions? Non?
Alors, très bien, on va passer à la suite. Qui veut lire la suite? Des candidats? Je regarde là. Qui n'a pas encore parlé? C'est Hervé, non, par exemple? Non, je sais pas. Ou François? Oui, j'ai parlé, mais je vais bien faire, hein. Non, mais François, François. Ok, d'accord. Sans certitude aucune. bon, on verra bien. Donc j'ai dit à mon âme et à Rim, lo yaridou, l'eau. Ça fait la première partie, on va peut-être Oui, rester là. oui, très bien. Donc Eharim, les montagnes, Heharim, les montagnes. l'eau, oui. Donc l'eau, c'est la négation. Et alors le verbe, moi je l'avais compris comme un futur. Donc oifil, yahidou, Yaïdou ne témoigneront pas l'eau pour lui. ne témoigneront pas pour lui. Pour lui. Mhm, mhm, mhm. Alors en vocalisation, je pensais un serré sous l'article, serré, un kametz ensuite, kamet, hirek, rirek, achim, l'eau avec un holem, kolem, oui, kametz, hirek kamet, et un rirek, shuruk derrière, là, c'est oui, et l'eau avec un holem. avec un problème. Très bien. Heharim, lo, yaïdou, lo. Alors, qu'est-ce que vous en pensez les autres? J'ai mis un ségol, moi, sous le hais de Heharim. Un ségol sous le hé de Oui, Heharim. j'ai mis un ségol, excusez-moi, j'ai dit de serré, Un- mais j'avais mis un ségol. ségol. Très bien, très bien. Alors, effectivement, c'est effectivement un ségol et pas un serré. Donc, c'est bien que vous l'ayez vu tous les deux. Très bien. Autre chose? Bon, bah écoutez, il n'y a pas de problème, hein, effectivement. Les montagnes ne témoignent pas pour lui, hein, euh, euh, voilà, voilà. Alors, il y a Idou, si je peux mettre l'accent là, il y a Idou. Bon, voilà, s'il faut. Oui, juste Oui, une remarque sur le temps, effectivement. On a envie de le traduire par un présent, là, le yictol, là, hein. oui, oui, effectivement, le yictol, on peut le traduire par un présent. Moi, je Ah, l'ai traduit par présent. C'est-à-dire que, de manière générale, enfin, moi, par défaut, je traduis tout au présent. Voilà. C'est-à-dire que, vu qu'il n'y a pas de temporalité en hébreu, on ne peut pas savoir d'emblée à quelle temporalité on se situe. Donc, moi, je traduis au présent et après, je vois ce qui se passe. Si ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Voilà. Il y a des C'est un aspect moyens. de vérité générale, ça. Oui, exactement. Et donc, si voilà, si vous le dites de manière générale, les montagnes ne témoignent pas pour lui. C'est une vérité générale. C'est du passé, du présent, du futur, etc., etc. Euh, comment dire, la difficulté après, c'est de savoir effectivement, puisqu'il prend la parole, hein, Amarty, Ani Benafshi, on a les deux points, ouvrez les guillemets. Donc, effectivement, au moment où il parle, est-ce qu'il est en train de dire ce qu'il se passe? On peut aussi imaginer que lui, au moment où il l'a dit, il pensait à l'avenir. Les montagnes ne témoigneront plus pour lui, Oui, on peut aussi. parce que en fonction du contexte, alors voilà, au jour du jugement du Seigneur, de je ne sais quoi, les montagnes ne témoigneront pas pour lui. Voilà, ce jour-là, le jour où ça t'arrivera, tu verras que les montagnes ne témoigneront pas. Voilà. Donc, dans le contexte, on pourrait aussi le traduire par un futur, mais en l'absence de contexte, un présent, c'est très bien. Et de fait, hein, Ceci dit, oui, ceci dit, justement, le contexte, est-ce qu'on peut faire un lien contextuel entre le fait qu'il invente, enfin, il a fabriqué des instruments de musique parce qu'il constate que les montagnes sont muettes, quoi, oui. Alors que ça c'est la l'instrument de conclusion. musique est nécessaire pour chanter la Alors, gloire. voilà. Alors donc, la question, là, voilà. Donc c'est ce que je dis, c'est en fait le travail qu'il va falloir faire, c'est
d'analyser dans le contexte de quoi on parle. Pourquoi est-ce qu'il dit que les montagnes ne témoignent pas pour lui? Quel est le rapport avec ce qu'il vient de dire? Est-ce que c'est justement, comme vous dites, partant du constat que, mais je constate que les montagnes ne témoignent pas pour lui, donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais donc fabriquer des instruments de musique, etc. Donc effectivement, ce que je dis, en fait, la traduction finale, elle va dépendre de la compréhension globale que vous avez du texte. Mais bon, mais effectivement, hein, enfin, là encore, je suis assez d'accord, et je trouve par ailleurs que même en attendant même d'identifier le contexte, je pense qu'il faut éviter de systématiquement traduire un yictol par un futur. Je sais que souvent c'est ce qu'on apprend à faire quand on apprend l'hébreu. On dit le katal c'est le passé, le yictol c'est le futur. Et donc c'est commode quand on fait ces traductions de faire comme ça. Moi j'ai fait ça aussi quand j'ai appris l'hébreu. En réalité, il faut vraiment partir du principe que non, le yictol ne donne pas du tout un futur en tant que tel. C'est une conjugaison, c'est la conjugaison de base en fait. Voilà. Vous devez conjuguer un verbe. Par défaut, vous utilisez le yictol. Et c'est seulement si vous avez besoin de dire quelque chose de spécifique que vous allez chercher une autre conjugaison, soit le katal, soit le veillictol, soit etc. Mais sinon, le yictol sert un peu pour tout. Donc c'est pour ça que, voilà, de manière générale, il ne faut pas se précipiter pour traduire au futur. Le présent est souvent, convient souvent très bien. Et là, en plus, effectivement, dans le contexte de ce psaume, on pourra avoir la confirmation qu'effectivement, ça fait parfaitement sens de traduire au présent et que ce soit une constatation que le psalmiste s'est faite, a faite. Voilà. Alors, je vois, oui, Lucie. Oui, je voulais juste vérifier. Le verbe, c'est bien yaad. C'est bien ça? Alors, non. Non, Non? Le verbe, c'est oud. c'est le verbe oud. C'est le verbe témoigner. Ah bah j'ai bien fait de poser la question. Ok. Oui. Alors effectivement, Parce qu'en fait, moi, j'avais mis yaad en mettant yaidou et c'est aussi un ifil et c'est le sens, c'est indiquer. Je sais pas. alors attendez. Donc vous auriez vu un inaccompli ifil, c'est ça, ou un Oui. accompli ifil? Bah non, alors du coup, oui, il y a un accompli, un katal, ouais. Alors, Attendez, qu'est-ce que ouais. Ouais, c'est euh, ça, un katal ifil. Ouais, puis il y Yad. aurait un O, il y aurait un He devant. Yaid. donc Ah oui, oui, il y aurait c'est un E. hictil, c'est ça? Attends, je me mélange les pinceaux. J'essaie de voir un peu sur quoi vous avez pensé. Hictilou, quelque chose comme ça? Vous pensez à ça, ifil, catal, troisième du pluriel? Hictilou? Parce que là, on va avoir un problème. Voilà, soit vous êtes à l'accompli et vous avez la profonde he, Oui, non, ça marche pas. donc ça, c'est pas terrible. Ou bien vous êtes effectivement à l'inaccompli, et donc vous avez une profonde iode. Donc là, on dit yactile, hein, évidemment, ça vous fait quelque chose comme une forme yactile. Yactilou, c'est possible aussi. Hein. Troisième masculin pluriel. Alors vous dites, ah bah c'est très bien, je mets ma racine yod ayin dalet, et puis vav. Sauf que les verbes pévav, la plupart des verbes pévav, et c'est le cas du verbe yad, des verbes peyod, pardon, sont des verbes pévav en fait. Et donc vous retrouvez le vav primitif dans oifil. Et donc vous n'aurez pas yaï ou yé adou, quelque chose comme ça. Euh, 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 Mais vous aurez, hop, quoique, je réfléchis. euh, alors si pour le coup c'est quand même possible. Puis, je réfléchis. Euh, Qu'est-ce qu'on est hmm. On peut regarder ça vite fait, hein, les verbes période, un inaccompli. Est-ce qu'on a des cas?
un verbe période, on met ifil, yiktol. Alors, j'ai mis ifil. Il doit faire Yoshiv, non? Parce que voilà, on a totse, tétive, mais le tétive, le verbe yatav, c'est un des rares verbes, justement, qui est un vrai verbe période. Mais sinon, la plupart, c'est des verbes pévav, vous voyez, ossif, etc., etc. Bon. Donc, yolid, otsi. Donc, non, oui, c'est ce que je dis. Hein, vous allez retrouver, à part quelques verbes qui sont des vrais verbes période, hein, des périodides, comme on dit, et pas des périodes vav. Donc, moi, je pense que vous aurez quelque chose comme yo, idou, quelque chose comme ça. Yoed ou yo, idou. Quelque chose comme ça. Ou peut-être même avec un rirek. Voilà. Je pense qu'on aurait quelque chose comme ça. On va regarder. Vous voyez, yorihu, etc., etc. Yoridu, yosifu, etc., etc. Donc, yoidu. À mon avis, on aurait quelque chose comme ça. Donc là, alors évidemment, on peut dire, il faudrait supposer qu'il n'y a pas de mère de lecture vav. Donc il faudrait vocaliser comme ça, yo, idu. Là, ça m'embêterait qu'il n'y ait pas de vav quand même, parce que il est quand même important, ce vav, c'est vav de la racine. Et en plus, à Qumran, on a quand même tendance à ajouter des mères de lecture plutôt que d'en enlever. Donc c'est pas totalement impossible, mais ça ne me paraît pas ça ne me paraît pas la solution la plus simple. Ouais, non, ça ne me paraît pas la solution. Le verbe ya'ad. Bon, voilà, je réfléchis, Mais hein. oui. Oui. Ok. Mais de toute la clé, c'est peut-être aussi, comme il y a des parallélismes, l'autre verbe. L'autre. Le verbe de la deuxième partie du parallélisme sur les collines. Oui, alors, voilà, effectivement. Oui, bien sûr, vous Oui. avez raison. Non, Mais voilà. indiquer, tu vois, ça peut quand même marcher. Enfin, le parallélisme peut quand même à peu près marcher. Ne l'indique pas. Oui. De toute façon, c'est assez proche du témoignage. Non, mais par contre, je comprends, oui, sur la forme grammaticale, c'est pas, ça marche pas bien, quoi. Ok. Et juste pour bien comprendre le ségol du harim, Oui. c'est lié à la fois au fait qu'il n'y ait pas de dagesh dans le hé, et du coup, il y a une compensation, et le fait que c'est l'antéprétonique, c'est ça? Alors, effectivement, c'est des cas assez particuliers parce que, oui, alors effectivement, la vocalisation du hé de héharim, en fait, c'est quand on a des termes monosyllabiques comme har, par exemple, avec une gutturale devant, le hé, donc har. Donc, effectivement, ha-har, déjà, au singulier, déjà, on ne pourra pas mettre un patar, on va mettre un kametz, ha-har. Et effectivement, comme c'est un terme monosyllabique au pluriel, donc le im va prendre l'accent, et donc on va être dans cette situation. Alors je ne sais pas si c'est le cas de tous les verbes, de tous les termes monosyllabiques à guttural, parce qu'en plus ça va dépendre des gutturales. Vous savez, souvent les gutturales, il y a deux groupes de gutturales, donc il faudrait chercher qu'est-ce qu'on a comme autre terme, comme autre... Il y a Av, Avot, au pluriel. Alors, sauf que le pluriel, c'est... Oui, alors effectivement, si je dis have, mais on n'aura pas he avot, à mon avis. Euh, voilà, on a ha avot. Donc ça marche pas. Non, c'est vraiment... ça dépend des groupes de guttural. Alors, attendez, déjà, on peut regarder s'il y a d'autres termes en A. Bon, la ar, c'est particulier parce qu'il y a une gémination virtuelle, mais sinon, c'est surtout have. Voilà, ha'im, ha'avot, etc. Vous voyez, avec le aleph, ça ne le fait pas. Avec le he, ça c'est sûr que ça le fait. Donc he harim, bon ça fait surtout he harim parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on a d'autre comme terme. Je peux regarder vite fait quels sont les autres termes qui sont concernés. Voilà, c'est que har. Bon voilà, donc c'est le seul cas avec un mot qui commence par un he. Ensuite, avec un chet, qu'est-ce qu'on a comme occurrence avec un chet? Là, on va voir chai, chet, etc. Mais là, c'est parti. Alors, attendez.
Donc, hachayim, mais là, il y a une gémination, c'est pas vraiment une bonne idée non plus. Hachukim, etc. Donc là, vous voyez, en fait, on garde le patar. La gémination n'est pas la même, la gémination virtuelle n'est pas la même de toute façon, indépendamment du pluriel. Hein. On a une gémination virtuelle avec le chet et pas un déplacement compensatoire, même si on n'était pas au pluriel. Et puis, si on regarde ce qui se passe avec les haïn, là, on va retrouver, alors, on a ha'etzim, voilà, ha'etzim, haïzim, et là, etc. Donc, en fait, voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cas de figure. On va avoir le hé. Je ne sais pas si, peut-être dans une grammaire un peu exhaustive, on parlera de tous les cas de figure où ça se produit. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à relever toutes les occurrences de ce hé quelque chose. Mais c'est vrai que pour Harim, qui est vraiment très connu, hé Harim, les montagnes, c'est tellement connu que voilà, on le fait un peu mécaniquement. Mais je me demande s'il n'y a pas... non, bon, tant pis. Donc de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix. Bon, ok. Donc j'ai l'impression que ça concerne finalement que dans la Bible, ce sera intéressant de vérifier s'il n'y a pas quand même un autre mot qui serait concerné par ça. Je réfléchis, mais bon. Voilà. Il faudrait idéalement un autre mot qui commence par un hé. Là, il y a peut-être un phénomène de dissimulation, le fait qu'on ait deux hé, haha, on évite hahari ou quelque chose comme ça, avec le déplacement de l'accent. C'est possible hein, que ce soit une histoire comme ça. On ne sait pas. Voilà. Bon, alors donc tout ça, on est bon. Donc Hearim lo yaïdou lo, très bien. Et puis on continue. Oui. Donc, we agvarot lo yatsidu halai, halao. Et les collines, alors donc si on garde le présent, ne parlent pas. Halo pour lui, halao pour lui. Alors Hagva, je vais essayer de copier en même temps le texte. Oui. Attendez, ve Hagvaot lo yaïdou. Hop là. Donc en vocalisation, donc wen, shva, a avec un patar, ge avec un shva, va avec un kametz, o avec un holem, Oui. lo avec un holem, Hagvaot lo ya avec un patar, patar. le guimel avec un dagesh et un i dessous, Oui. et dou avec un shuruk, Oui. et ensuite deux kametz et un holem au-dessus du wav. J'ai pas compris ce que c'était le petit rond qu'il y avait sur le. Deux kametz avec un Sur problème. Le petit. Ah oui, le là, petit rond ici. qui est sur. Le cercle massorétique, oui. Oui. Oui, Alors, oui, c'est très intéressant. Alors oui, ça n'est pas un cercle massorétique. Bon, vous savez, normalement, dans la cantillation massorétique, ce petit cercle vous indique qu'il y a une note dans la marge, dans la petite massore. Donc la masseur que vous avez dans la marge. Donc évidemment, vous n'imaginez pas qu'on puisse avoir ça à l'époque, hein, il n'y a pas de cantillation massorétique. Et si vous regardez la photo du manuscrit, je vais la rechercher parce que je l'avais ouverte. C'est une incertitude. Absolument. C'est une incertitude sur la. Ah, d'accord. Vous allez voir ce qui se passe, c'est qu'en fait, donc il y a des conventions quand je ne sais pas pourquoi, décidément, j'ai du mal à rapetisser mes fenêtres là. Voilà. Ici, hop, on va mettre ça comme ça, voilà, pour agrandir. On est toujours à la ligne 4. Non, on est là, voilà, etc., etc., etc. Voilà, même là, on est passé là, etc. Voilà. Donc, c'est ce mot-là ici. Alors, effectivement, là, ça indique une incertitude dans l'édition du texte. Alors, normalement, vous avez
Alors, soit un système simple avec juste un point. Et c'est vrai aussi pour le grec, hein, souvent des petits signes diacritiques comme ça qui indiquent ah, je suis pas sûr de cette lettre. Dans d'autres conventions, on met des demi-crochets. Vous avez ça comme ça, des demi-crochets, les petits coins que vous avez comme ça en haut. Voilà. Bon, les crochets entiers, c'est pour dire le texte est totalement absent et on le restitue. Voilà. Et normalement, donc, pour Qumran, les éditions des idées, là, des Discoveries in the Tudor, donc cette édition-là, ils ont décidé d'avoir un système à deux niveaux d'incertitude. Un petit point, c'est je suis pas sûr, mais c'est quand même probable. Un cercle, c'est je sais vraiment pas sûr. Voilà. Je pense que c'est ça, mais franchement, ça peut aussi bien être autre chose. Alors ici, des fois, ça peut être par exemple si l'encre est effacée, le texte est déchiré, on voit pas très bien. Dans le cas qui nous intéresse ici, le texte est parfaitement bien préservé, hein. Vous avez vu, c'est magnifique. On voit très très bien le texte. Alors pourquoi est-ce que il a mis un point comme ça au-dessus? Ah, la vocalisation, on attendrait à la ou, mais il y aurait un iode normalement, parce que ça se décline sur le modèle du pluriel, al, la Oui. préposition. Alors effectivement, à lave, si c'était à lave, on attendrait un iode entre les deux. Donc il faut peut-être réfléchir. Il y a peut-être une histoire à ce niveau-là, mais avant même d'en venir à la discussion de ce qu'il faut lire, enfin de ce qu'il faut comprendre, on va dire morphologiquement, quand vous C'est une voyez, incertitude sur Yod Wav. voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc c'est très bien, c'est-à-dire que c'est une incertitude Yod-Vav, c'est-à-dire que là, c'est des incertitudes de lecture, c'est-à-dire on a les photos sous les yeux, ou même encore mieux le manuscrit sous les yeux, et on va transcrire le manuscrit. Donc on va dire, voilà, ça c'est un lamed, voilà, ça c'est un yin, ça c'est un he, tout ça, pas de problème. Et là, je suis pas sûr de ce que c'est comme lettre. Et c'est pas que la lettre elle est effacée ou le manuscrit est déchiré, etc. Très bien préservé. Mais c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, on hésite entre Yod et Vav. Si vous regardez justement avant, ce qui précède, vous avez le Lo ici, là, donc vous avez un Vav qui est censé être un petit crochet. Idéalement, le crochet, il est creux au milieu, là. Voilà. Alors que normalement, le Yod, c'est la tête est triangulaire, donc elle est pleine, et le trait est plus court. Donc là, si vous comparez ce Vav-là et ce Yod-là, on voit assez bien la différence. Mais malheureusement, le scribe, il n'est pas toujours aussi précis. Vous voyez, si je remonte en arrière, quand vous avez Hagvaot, là, ici, la tête, elle est triangulaire. Vous voyez bien que le trait, il descend vers le bas, et on aurait plutôt tendance à dire, ah bon, mais ça, c'est un iode. Mais sauf qu'avec un iode, ça n'a aucun sens. Vous voyez, donc c'est ça le problème. Là, à la ligne d'avant, quand vous avez à 6 mou, là, on est content, le iode, il est bien rempli, il est bien triangulaire, et il descend pas très loin. Donc là encore, entre ce vav-là et ce iode-là, on est content. Mais là, ce vav-là, on n'est pas super content. On dit, oula, il ressemble un peu trop à un iode. Et là, pareil, on est censé avoir Yagidou. C'est ça, hein, oui, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs. Je vais vérifier quand même qu'ils ne disent pas de bêtises là. Qu'est-ce qu'on a Oui, voilà, il y a Guidou. Enfin, on va en discuter, mais donc c'est en tout cas effectivement une bonne lecture. Donc ça veut dire que là, on est censé avoir un iode, très bien, ça descend. On est censé avoir un iode, oui, bon là, ça descend un peu quand même, mais là, il est un peu plus long quand même. Que celui-là, il est court, celui-là, il est plus long. Alors on dit bah oui, mais c'est normal parce qu'il va il va rencontrer le guimel. Là, vous avez un guimel avant, hein, bon. Et puis là, on est censé avoir un vav. Et puis le vav, il ressemble quand même beaucoup au iode qui précède. Et on se dit ah ça c'est censé être un vav, bon d'accord, mais c'est pas un super vav. Il ressemble presque à un iode. Et là, derrière, bah, rebelote, on se dit, bon, mais ça, alors, c'est un vav ou c'est un iode? Donc, en fait, voilà, l'hésitation, elle vient de là. L'éditeur se dit, on peut soit lire un iode, soit lire un vav. Alors, on peut discuter, du coup, puisque les deux sont possibles. Si c'est un iode ou si c'est un vav, quelle différence ça fait? Si c'est un iode, euh, Ça ferait pour moi. alors, à l'ail, si on dit, alors ça dépend comment vous l'interprétez, hein, parce que c'est pareil, si vous dites c'est la proposition al avec le pronom suffixe première personne, ça fait sur moi, à l'ail.
alors attendez, bon, déjà peut-être on va faire les mots qui précèdent, parce que là je vois qu'on est déjà en train de s'amuser à discuter de ça, mais regardons peut-être déjà les premiers mots qui sont pas super difficiles, euh, euh, mais on va juste vérifier que déjà tout est bon. Donc vous avez proposé de vocaliser Hagvaot, Lo Yagidu. Hagvaot, est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Il y a peut-être juste un dagesh dans le guimel, non? Un dagesh dans le guimel, Dans, Oui, effectivement. oui, oui, dans oui. la racine. Ah Oui, oui, oui. On met l'article oui. devant. Alors, comme je vous disais, il se peut que la gémination euh, tombe euh, quand on a un schwa, si vous voulez, mais c'est quand même pas le plus fréquent. Enfin, c'est quand on a un iode. On parlait quand il y a un iode ou voilà, d'autres consonnes comme ça qui sont elles-mêmes géminées après comme des halilou. Voilà, il y a un autre la mettre derrière, donc on va peut-être pas. Voilà. Mais là, en l'occurrence, sinon on va le garder. Donc, je propose effectivement de garder le dagesh. Hein. Très Il y a bien. peut-être un deuxième dagesh dans le bête maintenant aussi. Hein. Dans le bet, un dagesh? Ah, Agbaot. Alors non, parce que là, Non, parce qu'il ferme pas le guimel. voilà, Euh, c'est ça. À partir du moment où il est géminé, ouais, d'accord. il peut pas fermer. Et voilà. Donc Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Non, non, je voilà. dis une bêtise. Si on avait fait tomber le dagesh et qu'on ait oublié que c'était un cheval mobile, parce que non, c'est give 1, hein, donc normalement il y a une voyelle. Le cheval est un cheval Oui, mobile oui, d'accord. qui résulte de la chute d'une voyelle. Donc comme c'est un cheval mobile, normalement on met pas de dagesh dedans. Mais il arrive parfois que on oublie que c'est un cheval mobile. Quand je dis on, c'est pas juste nous, c'est même déjà à l'époque dans l'Antiquité. Et que donc du coup, effectivement, on puisse mettre un dagesh léger. Mais là, en l'occurrence, si on garde le dagesh dans le guimel, on est content. On est sûr que là, il n'y a aucun doute quant au fait que ça reste un cheval mobile, et donc on ne va pas mettre de dagesh dans le vav, dans le bet, je veux dire. Donc hagvaot, donc vous connaissez le terme give hein, c'est la colline, euh, et donc au pluriel hagvaot. Et les collines, ensuite l'eau, bon bah c'est bien, c'est la négation comme au-dessus, et puis ensuite yagidou. Alors ça c'est quoi ça? Ben, c'est un ifil Oui, de quel verbe? du verbe nagad. Oui, très bien. Voilà. C'est le verbe nagad. Nun gimel dalet, au, au dictol, donc d'où la gémination. d'où la gémination du guimel. Le nun a été assimilé, yagidou. Mm. Très bien, alors vous pouvez mettre l'accent ici si vous voulez vous souvenir que le ou ne prend pas l'accent. Yagidou. Très bien. Et alors, donc, et là on voit bien effectivement le parallélisme. Hein. He harim lo yaidou ve hagvaot lo yagidou. Donc c'est très bien. En plus, on a deux fois des ifil, on a deux fois. Enfin, oui, donc il y a des phénomènes d'assonance, on a des allitérations, enfin, il y a tout ce qu'il faut. C'est merveilleux. Hein. Bon, bref. Et ensuite se pose la question, effectivement, du terme qui arrive derrière. Euh, alors que vous avez vocalisé à la haut, c'est ça? Je ne sais pas, parce qu'il y avait mis Mm. un relève Oui, au-dessus. Voilà. oui, oui, À oui. la haut. Et pourquoi à la haut? Parce que, Ben, un peu au pif, très franchement. parce qu'en fait, on ne met pas. Enfin, Ah, là, oui, ça veut dire qu'il y a oui, deux. on peut il y pas a- avoir une À là voyelle où toute seule. on mettrait à là ou tout simplement. on mettrait quoi? À là ou sans, Ah sans oui, bien sûr. vocaliser le wav. Voilà. Et donc le vav est consonne. Donc alav. Oui, très bien. Ou alav, si vous prononcez le vav comme il était Oui. prononcé à l'époque. Donc alav, bien sûr. Et à ce, Alors, ouais. pardon? Et à ce moment-là, c'est plus un kamet, c'est un patard. Et ce serait un patard. Mais Non, pourquoi ce serait un je sais pas. patard? Euh, Non. Moi, j'avais mis deux kamets, mais Non, non. j'ai. Alors, Ben, ça c'est la conjugaison. Si vous regardez le al, je sais pas. Est-ce que le je l'ai pas? paradigme. Si vous regardez les paradigmes, enfin, al, c'est comme ça. De toute façon, al prend, donc c'est une préposition qui prend les pronoms suffixes comme un nom pluriel, donc ça on le sait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on dit Oui, oui, alai et pas ali, etc. On dit aleicha et non pas, etc. Donc voilà. Et donc on dit alav et pas alo. Euh, oui.
Voilà. Donc c'est comme quand on avait les sous-si, sous-saille, etc. Et au pluriel, sous-save, sous-saut son cheval, sous-save ses chevaux. Et donc on avait discuté justement du fait que c'était bien kametz, yod, vav, avec cette erreur, Oui, enfin c'est pas oui, une oui. erreur, mais non, c'est pas une erreur, c'est une incohérence d'une certaine manière de mettre un yod, mère de lecture d'un kametz, ça n'existe pas évidemment, le yod ne peut pas être. Et en disant qu'effectivement le texte, quand c'est écrit Yod Vav, c'est Alev, évidemment qu'il faudrait le vocaliser, mais que les massorettes, eux, ont une autre tradition de prononciation où c'est Alav, et dans laquelle il n'y avait évidemment pas de Yod comme mère de lecture. Alors, oui, Lucie? Oui, je me demandais, est-ce que parfois dans la poésie, on manipule un petit peu la grammaire juste pour que ça rime, par exemple? Est-ce que ce serait dans cette idée que ça passe dans l'idée que ce soit l'eau sur la première partie, puis après c'est allô, même si c'est pas bon grammaticalement, mais juste pour, voyez, pour Ah, qu'on aurait dit esthétiquement que ça marche. allô comme l'eau, allô, pour qu'il y ait une finale O dans les deux cas. Non, quand même, allô, c'est vraiment une grosse erreur de grammaire. Donc, non, C'est une là, grosse vraiment, faute, quoi. j'imagine pas des gens parler comme ça. Non, non, ça D'accord. c'est. Mais, mais ça fait Parfois quand en même. poésie, on fait des fautes Oui, volontairement, quoi. ouais, ouais, mais j'ai un peu des doutes là quand même. C'est des tolérances. Non, mais là, il y a quand même une assonance entre l'eau et là-haut. Oui, bien sûr, Entre we, si on prononce, bien il y a sûr. une légère assonance. Oui, oui, bien sûr. Il y a le L qui est là, il y a le W qui est là, etc. Oui, non, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Euh, Mais il manque un iode quand même. alors, il manque un iode. Voilà. Hervé pose la question, comment c'est qu'on n'a pas d'iode? Alors, il y a deux possibilités. Euh, soit on est dans une situation où ça se prononçait effectivement à lave, c'est-à-dire ce que nous disent les massorettes, auquel cas il ne faut pas de iode, parce qu'on ne met pas de iode pour mère de lecture Kametz, et donc il n'y a pas de problème. Ou bien on part du principe que, donc là on suit le kéré des massorettes, ou bien on suit le kétiv, et on considère que c'était prononcé à lève, à léou, et à ce moment-là on met un iode. Mais c'est ce que je vous disais, c'est que le fait que les massorettes, je vous disais tout à l'heure, quand vous avez, je vais remettre la problématique, c'est que vous avez primitivement un suffixe comme ça, hein, aihu, quelque chose comme ça. Bon, ça c'est la forme primitive. Et de là, vous dites, mais qu'est-ce que je vais en faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se contracter, qu'est-ce qui va tomber, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, dans un cas de figure, vous allez avoir, on va avoir deux traditions, hein. Concrètement, vous allez avoir une tradition où on va dire, eh bien, il va y avoir d'abord contraction de la diphtongue, ou chute du hé d'ailleurs, hein, mais en tout cas, ça va aboutir. Euh, vous avez même une forme longue, hein, je vous avais montré qu'il y a des cas où on a même le hu à la fin, donc sous sehu, sous saihu qui donne sous sehu. Donc vous pouvez avoir sous sehu qui va ensuite donner éventuellement et quelque chose comme ça. Voilà. Et donc que vous allez pouvoir écrire en hébreu. Je vais mettre par exemple si je prends l'exemple de sous, hein, hop, sous sehu. C'est comme ça qu'il faut l'imaginer. Sous sehu. Ou bien vous partez dans l'idée que il y a d'abord eu la chute du hé, donc vous aviez donc la chute du hé, ça fait aïw, d'accord, triphtongue, et que la triphtongue aïw s'est contractée en aou. Le iode est tombé concrètement. Et donc à ce moment-là, vous avez la prononciation sous saou. Donc les deux existaient, sous seu, sous saou. Alors, vous pouvez mettre une mère de lecture iode, il n'y a pas de problème. Sous seu, un iode pour une voyelle e, pas de problème. En revanche, si vous dites
sous Sao, une mère de lecture yod pour un kamet, ça n'a aucun sens. Donc on ne la mettrait pas. Et de fait, comme je vous disais, en épigraphie, il faut remonter donc à l'âge de fer, l'âge du fer, à l'époque du royaume d'Israël et de Juda, on observe les deux orthographes. Tantôt avec iode, tantôt sans iode, mère de lecture. Et on constate donc deux dialectes. Un dialecte où on disait sous seu et un dialecte où on disait sous sao. Manifestement, le kétiv du texte massorétique a donné. Attendez, là, je vais le mettre kétiv, mais. Hein, je vais faire, attendez, ah oui, il faut que j'aille là, comme ça. Voilà. Ça, c'est le kétiv du texte massorétique. Le texte massorétique, vous voyez écrit Samer, Vav, Samer, Yod, Vav. Voilà, c'est comme ça que vous le voyez écrit. Et dans le texte massorétique, le kéré, il est celui-là, c'est que les massorètes, vous dites, vous mettez un kametz. Donc vous vous retrouvez avec c'est ce que vous voyez dans la Bible, vous avez d'un côté cette forme-là, le texte consonantique, Samer, Vav, Samer, Yod, Vav. Donc on vous dit, bah voilà, c'est en fait, vous avez ça comme texte consonantique, et vous allez mettre par-dessus ça comme voyelle. Et vous allez combiner les deux, et ça vous fait cette forme-là. Sous ça. Alors, maintenant vous êtes habitué, ça fait plusieurs années que vous faites de l'hébreu ou j'en sais rien, enfin bref, donc maintenant vous avez appris que c'est Kametz Yod Vav, ça ne vous dérange pas plus que ça, on s'y fait. De fait, sous Sav, Alav, personne ne se pose la question. On n'est plus choqué par le fait qu'on a un Yod, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là ce Yod comme mère de lecture pour un Kametz, quoi, ça n'existe pas un Yod pour bon. Et donc en fait voilà, l'explication elle est là, c'est donc, on a donc ces différentes possibilités de vocalisation. Les massorètes héritent d'une tradition où on dit Aou, et le texte consonantique hérite d'une autre tradition qui disait Eo. Et comme on disait Eo, on mettait l'iode comme mère de lecture, on a gardé l'iode, puisqu'en fait le iode, c'est pas juste une mère de lecture. Au début, c'était une consonne. Hein. Donc le iode était consonantique, mais quand on a contracté la diphtongue, vu qu'on l'a contracté en E, on se dit, bah oui, si on contracte en E, on peut garder l'iode. Alors que quand on a contracté en A, ici, le iode, il est tombé, donc voilà. Alors donc, ces deux orthographes, on les voit, écrits avec iode ou sans iode, on les a dans des textes anciens. Et c'est ce que je disais ce matin, j'ai peut-être été un peu vite là-dessus, je disais, quand on va Samer Vav, nous on aurait tendance à vocaliser Sousso, son cheval, et pas ses chevaux. Comment on fait pour savoir qu'il y a plusieurs chevaux? En fait, c'est ce que je vous disais, c'est qu'à l'âge du fer, si c'est du singulier, donc son cheval, ça va être écrit comme ça, en hébreu ancien, avec un hé. Alors nous, on n'est pas habitué à ça, parce que nous, on est habitué à ce que Sousso soit écrit avec un vav, mais là, c'est écrit avec un hé. Alors ce hé, soit vous le prononcez comme un o, Sousso, vous pouvez quand même prononcer comme un o, vocalisé à la massorétique, hein, on le fait beaucoup, voilà, et vous dites le hé est une mère de lecture pour un son o. Ce qui peut arriver, pensez à Shlomo, Salomon, Shlomo, ça termine par un O, mais un Hé, on dit bon, Hé comme mère de lecture O, c'est possible. Une autre possibilité, c'est de dire qu'en fait, non, le Hé est effectivement prononcé avec un mapic, comme vous avez, vu que la forme, c'est la forme Hu, le pronom indépendant, Hu, le cheval de lui, Sous, plus Hu, Sous, Hu, quelque chose comme ça. Et là, vous pouvez le vocaliser avec un mapic, ou même, pourquoi pas, avec un Ou derrière, comment je peux faire là, comme ça non, alors, attendez, je voulais mettre, voilà. Sous Sehu, quelque chose comme ça, enfin bref, ce que vous voulez. Donc moi, je ne sais pas comment ce Hé était prononcé 600 ans avant notre ère, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand je lis un texte, un manuscrit, un texte, un ostracone, etc., qui date de 600 ou 700 avant notre ère, que je vois un Hé derrière un nom, pour moi, c'est un pronom suffixe de la troisième personne du singulier, soit masculin, soit féminin, mais c'est pas un pronom suffixe derrière un nom pluriel, parce que sinon, j'attendrai un vav. Voyez. Donc le fait qu'on voit un vav ici tout seul, pour nous, ça nous embête. Mais là encore, avant, ça ne nous embêtait pas. Donc ça, c'est la théorie
sur les pronoms suffixes troisième masculin singulier derrière un nom pluriel. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que je vais trop vite? C'est bon pour vous? Bon. Donc maintenant, on regarde ce qui se passe dans notre cas, dans notre manuscrit ici. On a Ayin, Lamed, Vav. Si j'ai un Ayin, Lamed, Vav, et que je veux effectivement lire la préposition al, ce qui n'est pas belge, la préposition Lamed, parallèle à la préposition Vav, j'ai un parallélisme strict, mot à mot, etc. Bon, voilà, pas de problème. Avec un pronom suffixe troisième du singulier, j'ai un pronom suffixe troisième du singulier, eh bien, à ce moment-là, si c'est le cas, alors j'ai une attestation tout simplement de cette tradition de prononciation-là, qui est la tradition de prononciation des massorettes, le kéré des massorettes, qui dit, mais nous, on dit pas sous-sève, nous, on dit sous-save. On dit pas alève, on dit alave. Donc, ça pourrait être ça. Y a quand même une difficulté, c'est que on a vu tout à l'heure à propos des les biquettes là, ou je sais plus, que justement on avait les gdiotaves, et que là pour les gdiotaves, si je retrouve le texte, où est-ce que c'était? Il y avait l'iode là. Voilà, ici là. On peut revérifier sur la photo du manuscrit. Ben on l'a là, vous voyez. Donc là, on l'a bien en plus, vous voyez là, yod vav, là le yod il est court, le vav il est long, etc. Bon voilà. Donc voilà, on a bien big D otav. Donc on se dit mince, on a un texte à ce moment-là qui tantôt écrirait yod vav et tantôt vav tout seul ici. Alors si c'est le cas, on peut aussi se dire peut-être qu'en fait on n'est pas dans cette prononciation-là, sous-save, mais dans la prononciation sous-sève, qu'on écrirait avec ou sans iode. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le iode n'est plus qu'une mère de lecture, sous-sève, vous pouvez aussi l'écrire comme ça, et le prononcer sous-sève. Et à ce moment-là, il faut vocaliser non pas alave, mais alève. Et donc si on en est là, on va dire, ok, à ce moment-là, on vocalise alève. Et à ce moment-là, mais simplement, il aurait fallu faire pareil aussi quand on avait les biquettes, c'est-à-dire Big D, Otev, etc. Voilà. De toute façon, c'est sûr, quand vous avez Yod Vav, je vous dis, moi, j'imagine très difficilement quelqu'un prononcer ça au premier siècle de notre ère, un locuteur du premier siècle de notre ère, qui lit un Yod et un Vav, qui prononcerait Big D, Otav. Il prononçait Big D, Otev. Donc il faut plutôt partir du principe qu'il prononçait Big Diotev. Tout à l'heure, on a dit on va le vocaliser Big Diotev parce qu'on fait comme les massorettes, mais j'avais quand même bien signalé que c'était un kérékétiv à ce moment-là. Donc si on considère que c'était prononcé Ève, à ce moment-là, c'est moins choquant de dire oui, bon, de temps en temps il y a la mère de lecture iode, de temps en temps elle n'y est pas, c'est pas très grave. Et puis on peut aussi imaginer qu'il a tout simplement oublié, parce qu'on voit qu'il peut être distrait et que les scribes, des fois, ils font des erreurs de copie. Et que voilà, de temps en temps, hop, ça lui a glissé, mais bon, il l'a pas corrigé. Alors, il y a de temps en temps des corrections. Voilà, le noun au-dessus, on a dit non, faut quand même mettre le iode, etc. Donc de temps en temps, il y a des corrections. En tout cas, si c'est une erreur, elle n'a pas été corrigée, donc ça les a pas choqués plus que ça. Ce qu'il faudrait voir, c'est reprendre systématiquement dans ce manuscrit, ou au moins dans ce psaume, dans cette unité littéraire-là, parce que c'est pas dit qu'il y ait une cohérence d'ensemble du manuscrit, mais en tout cas, dans une unité littéraire, on peut l'imaginer, de dire, voilà, les autres occurrences, est-ce qu'on a à chaque fois Yod Vav ou pas, etc., etc. Bon. Voilà. Alors, on a il y a encore d'autres options, et je vois que ça va être l'heure de faire une pause, là. C'est pas le moment de faire la pause un petit peu? Ou bien on essaie quand même de finir ça? Bon, on peut essayer de finir quand même cette affaire-là, et on reprendra après. Alors, une autre possibilité, donc, comme on disait, c'est qu'en plus de ça, on n'est pas sûr que ce soit un vav et que ça pourrait être un iode. Si c'est un iode, alors c'est difficile. Là, si c'est un iode, évidemment, ça peut pas être à l'ève ou à lave, c'est pas à lui.
Euh, euh, et donc, est-ce que c'est quand même, il est passé d'un parallèle de la troisième personne à la première personne. Les montagnes ne témoignent pas pour lui, les collines ne racontent pas sur moi, à mon sujet. Bon, pourquoi est-ce que les montagnes seraient censées parler à mon sujet voilà, donc on a un peu de mal. Et puis, donc c'est pour ça que c'est moins convaincant. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'éditeur a préféré mettre un vav plutôt qu'un iode, lire un vav plutôt qu'un iode, même si le iode était possible au niveau paléographique. Hein, effectivement, le iode est même presque mieux qu'un vav, je sais pas. Voilà. Et puis, il y a alors, une autre solution encore, c'est de dire que de lire carrément autre chose et par exemple de séparer et de dire de pas voir le hal comme parallèle à l'eau. Heharim lo yahidu lo, vehagvaot lo yagidu. Bon, les montagnes ne témoignent pas pour lui et les collines ne parlent pas. Voilà, elles se taisent, voilà. Et on n'aurait pas de préposition. Alors le parallélisme est moins bon, on perd quelque chose. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut regarder ce qui se passe, le texte qui suit, est-ce que ça peut faire sens par exemple, de commencer une nouvelle phrase à cet endroit-là, voyez? D'accord? Ça, c'est un peu les différentes options. Alors évidemment, c'est pour ça que je disais, si on veut envisager cette alternative, il faut regarder le texte qui suit pour voir si on arrive à faire un sens du point de vue de la syntaxe et de la ponctuation du texte, quoi. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à ce stade? Sinon, on se fait une petite pause. Je pense que c'est un bon moment. On fait ça? Allez. Alors, on fait une petite pause. Et on se retrouve dans 5 minutes, hein, le temps de se dégourdir les jambes. Voilà, à tout de suite.